La lumière du soleil traverse une grande fenêtre, tandis que la conscience revient lentement. Un gémissement d'inconfort s'échappe, tandis que des cheveux blonds se répandent dans le champ de vision. La femme aux cheveux blonds gît recroquevillée de douleur, se serrant le ventre sur le sol. Le prince héritier Clyde, un homme aux cheveux sombres, l'observe depuis son trône orné, laissant échapper un léger gémissement. Son expression se transforme en un sourire confiant, presque prédateur. Baissant les yeux vers la femme blonde souffrante, Clyde suggère « S'il fait chaud, tu peux l'enlever, Edith ». Troublée, Edith serre sa robe, mortifiée d'être dans cet état sur le lit du prince héritier. Elle interroge ses actions, mais Clyde explique de manière énigmatique que c'est une conséquence de son endurance. Clyde se penche plus près, la pressant d'accepter son tempérament qui s'éveille, la laissant confuse. Il révèle la vérité, c'est sa nature d'oméga qui s'éveille. Une explication de la société de ce monde révèle 3 tempéraments, les alphas dominants, les omégas habiles et les bêtas adaptatifs. Ce système, plus que le genre, dicte les structures familiales et la hiérarchie sociétale. Par-dessus tout, les alphas et les omégas sont irrésistiblement attirés par les phéromones de l'autre. Edith est plongée dans la confusion pensant qu'elle est une bêta, pas une oméga. Clyde, cependant, est certain, déclarant que l'odeur qu'il sent est sans équivoque celle d'une oméga. Une vague d'énergie rouge émane de lui, les puissantes phéromones d'un alpha. Une main se tend, attirée à travers la brume de phéromones accablantes. Submergée, Edith tombe au sol, appelant faiblement le nom de Clyde. Il caresse doucement ses cheveux, remarquant à quel point elle se manifeste adorablement en tant qu'oméga. Son toucher lui envoie un frisson, et elle laisse échapper un doux gémissement. Elle se demande désespérément pourquoi Clyde est si intéressé, souhaitant qu'il la laisse tranquille. Les larmes montent à ses yeux tandis que la raison dévastatrice lui apparaît. Elle réalise que son intérêt ne la concerne pas elle, mais qu'il est obsédé par l'alpha principal de ce roman BL. La vérité est confirmée. Elle a été transportée dans le monde d'un roman BL. Un flashback révèle sa vie antérieure en tant qu'employée de bureau compétente et à la langue acérée. Son sourire charmant était un autre atout, lui valant toujours les faveurs au travail. Malgré ses succès, le train-train quotidien de la vie de bureau était absolument épuisant. Mais même à travers l'épuisement, elle avait une source secrète de motivation. Son évasion et sa motivation venaient de la lecture de romans torrides, réservés aux adultes, sur son téléphone. Soudain, elle est de retour dans le roman, une bêta de 16 ans nommée Edith, à son grand désespoir. Sans aucun souvenir de comment elle est arrivée ni comment partir, elle se résigne à sa nouvelle réalité. Décidée à survivre, elle fait bonne figure et résout de vivre une vie tranquille, évitant toute attention. Sa nouvelle famille détient le titre d'un duché, mais manque de la richesse nécessaire pour le soutenir. La descente de son père dans l'alcoolisme et le jeu a détruit leurs finances et la santé de sa mère. Cette situation financière désastreuse force Edith à devenir une fonctionnaire du palais, exactement comme le roman original l'avait dicté. Maintenant âgée de 20 ans, Edith Ketz-Morris est horrifiée d'apprendre qu'elle a été affectée comme secrétaire du prince héritier. Elle confronte le fonctionnaire du personnel, exigeant de savoir pourquoi sa demande pour le ministère de l'administration a été ignorée. Le fonctionnaire explique que les nobles sont traditionnellement affectés à la royauté, et a supposé que sa demande était une erreur. Frustrée, Edith demande un transfert, mais le fonctionnaire hésite. Quand on lui dit que les affectations sont définitives, la frustration d'Edith se transforme en un sourire rusé. Elle menace de porter l'affaire directement devant le ministre de l'administration, surprenant le fonctionnaire. Avec un mensonge astucieux sur les relations de son père, elle intimide le fonctionnaire pour qu'il promette un changement rapide. Son objectif est simple, faire tout ce qu'il faut pour éviter de rencontrer le prince héritier. Soupirant de soulagement, elle quitte le bureau, confiante d'avoir évité le désastre. Un mignon gribouillis illustre son rôle original et redouté dans le roman, une simple messagère entre les 2 protagonistes masculins. Malgré ses efforts, elle fulmine que l'intrigue du roman la pousse sur le chemin des personnages principaux. Mais elle savait que son problème était bien plus grand que de n'être qu'une simple messagère. L'histoire prédit un avenir sombre. Clyde est destiné à devenir un tyran sanguinaire. Seule dans un vaste hall, elle décide de faire profil bas et d'attendre que les choses se tassent. La scène s'ouvre sur une paire de portes dorées et ornées dans une grande salle de palais ensoleillée. Edith, la femme aux cheveux blonds, jette un coup d'œil prudent à travers l'entrebâillement des lourdes portes. Elle se souvient avoir supplié le responsable du personnel pour n'importe quel autre poste, pour finalement se retrouver à vérifier les fournitures dans le bureau du prince héritier.
Seule dans la vaste pièce, elle réalise qu'elle doit terminer sa tâche avant l'arrivée du prince héritier. Elle coche méticuleusement les éléments de sa liste d'inventaire. Encre, coupe-papier et papier. Le presse-papier à la main, Edith sourit, confiante que sa simple tâche devrait se dérouler parfaitement bien. Son attention est attirée par un léger son venant d'une porte voisine, alors qu'elle se demande ce que c'était. Remarquant une petite fente dans la porte, elle se penche pour enquêter, trouvant cela étrange. Elle observe curieusement à travers l'entrebâillement, essayant de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Boum! La porte cède et elle tombe en avant sur le sol avec un cri de douleur. Levant les yeux du sol, hébétée, elle voit les pieds d'un homme se tenant devant elle. Ses yeux s'écarquillent d'horreur lorsqu'elle reconnaît le personnage dominant du roman, le prince héritier Clyde. Sa main agrippe instinctivement le tissu de sa robe, tandis qu'elle reste au sol. Perturbée, elle lève les yeux vers le prince aux cheveux sombres, se demandant pourquoi il est là à cette heure. Une pensée s'évanouit alors qu'elle le fixe, momentanément sans voix. Elle est immédiatement frappée par son apparence, réalisant que les descriptions du roman ne lui rendaient pas justice. Un rougissement se répand sur son visage, alors qu'elle s'avoue qu'il est ridiculement beau. Clyde s'agenouille gracieusement devant elle, lui demandant avec une douce inquiétude si elle est blessée. Se penchant plus près, il explique qu'il n'avait pas réalisé que quelqu'un se tenait à la porte. Il propose de jeter un coup d'œil, ce qui pousse Edith à paniquer intérieurement face à ces mots ambigus. Son esprit s'emballe avec des possibilités alarmantes alors qu'elle se demande ce qu'il veut dire. Elle retire rapidement sa main de la sienne, confuse alors qu'elle balbutie une excuse. Clyde semble déconcerté un instant, laissant échapper un doux « Ah ». Il la regarde avec une expression curieuse, remarquant qu'il n'a jamais vu son visage auparavant. Edith se ressaisit rapidement, faisant la révérence et expliquant qu'elle venait d'être nommée sa secrétaire. Affichant son sourire le plus charmant, elle le salue formellement en tant que Votre Majesté. Clyde réfléchit attentivement à ces mots, concluant que cela explique pourquoi il ne l'a pas reconnue. Il pose ensuite une question étrange, se demandant si son manque de reconnaissance signifie qu'il ne se souvient pas d'elle non plus. Sa remarque cryptique laisse Edith les yeux écarquillés et complètement confuse. Il la regarde attentivement, demandant d'un ton insistant « Vraiment ?» Edith confirme nerveusement que c'est le cas, bien qu'elle soit profondément troublée par sa ligne de questions. Le moment reste suspendu dans l'air, alors qu'elle se tient devant lui. Une bulle de pensée suggère qu'il y a deux possibilités pour sa perte de mémoire. Un gros plan sur les yeux intenses de Clyde révèle la deuxième possibilité. Les souvenirs chargés d'émotions spéciales ont disparu. Un sourire malicieux traverse le visage de Clyde alors qu'il lui dit que c'est dommage, mais qu'ils auront tout le temps de se rencontrer à l'avenir. Sa bulle de pensée révèle qu'elle n'est affectée ici que temporairement, mais son sourire est d'une confiance déconcertante. Edith explique son erreur d'affectation par les RH, clarifiant qu'elle sera bientôt transférée pour éviter tout malentendu. L'expression de Clyde devient sérieuse et pensive tandis qu'il lui répète ces mots à voix basse. Edith s'inquiète immédiatement que sa franchise ait blessé ses sentiments, peu importe la prudence avec laquelle elle l'a formulé. Elle décide qu'il vaut mieux simplement rester silencieuse et ne pas ajouter de mots superflus. Clyde l'observe en silence, son expression illisible, alors qu'il semble peser ses options. Il gesticule ensuite chaleureusement, lui demandant de l'aider avec quelque chose jusqu'à ce que son réaffectation soit traitée. Voyant son expression, Edith panique intérieurement, redoutant ce qu'il a l'intention de lui faire faire. La scène fait une transition, montrant un aperçu d'un bureau luxueux rempli de bibliothèques et de meubles ornés. Avachi dans une chaise, Clyde explique avec un sourire charmant qu'il n'a pas encore entièrement saisi sa charge de travail. Il désigne une pile massive de documents sur son bureau, notant qu'il y a pas mal de travail à faire. Il lui demande de passer en revue tous les documents et de les résumer pour un rapport oral. Il se penche en arrière avec un sourire triomphant, l'exhortant à se dépêcher, alors que la caméra révèle l'immense pièce et la paperasse. Fumante intérieurement, Edith soupçonne qu'il la taquine délibérément par dépit suite à sa demande de transfert. Stupéfaite par la montagne de paperasse, Edith panique, se demandant comment elle est censée lire et organiser tout cela. Malgré sa consternation, elle dit à Clyde qu'elle fera de son mieux, tandis que lui pense qu'il devrait juste commencer. Elle se rappelle que l'homme devant elle est un futur tyran, et que pour survivre, elle ne doit pas l'offenser. Assise à un grand bureau, Edith est éclipsée par les piles imposantes de livres qu'elle doit maintenant aborder. Alors qu'elle commence à lire, elle constate qu'elle peut comprendre le contenu dans une certaine mesure, mais s'interrompt avec incertitude. Réalisant l'ampleur de la tâche, elle pense avec frustration que ce n'est pas une charge de travail qui peut être terminée aujourd'hui. Ouf,
Avec un profond soupir, elle se demande comment sa situation a pu en arriver là en ouvrant un autre livre lourd. Dès l'ouverture du livre, une lumière dorée, brillante et étincelante jaillit soudainement de ses pages. Ses yeux verts s'écarquillent sous le choc, alors que des runes magiques bleues et lumineuses commencent à flotter hors du livre. L'étrange énergie tourbillonne autour d'elle, soulevant ses cheveux blonds tandis qu'elle regarde avec incrédulité. Complètement entourée par l'écriture magique, elle s'écrie, confuse, demandant ce qui se passe diable. Un passage apparaît, expliquant que dans l'histoire originale, Clyde a toujours gardé à ses côtés son assistante la plus proche et la plus débrouillarde, Edith. Baignée d'une lumière radieuse, Edith reste figée au milieu du bureau, absorbant l'information. Elle réalise qu'en 4 ans, depuis qu'elle est entrée dans le roman, c'est la première fois que quelque chose comme ça se produit. Elle reconnaît les mots lumineux comme un passage du roman, un détail mineur qu'elle aurait normalement survolé. Fixant la pièce vide, elle se demande désespérément pourquoi cela se produit si soudainement. Elle spécule que cet événement a été déclenché par la rencontre avec le prince héritier et que la vision n'était destinée qu'à elle. Serrant sa robe, elle réfléchit aux implications, tandis que les runes magiques tourbillonnent à nouveau autour d'elle. La pensée terrifiante lui vient à l'esprit. Le monde lui dit d'arrêter de s'amuser et de suivre l'histoire. Le livre lumineux se referme, son but apparemment accompli. Avec une expression inquiète, elle se demande si c'est son destin inévitable de devenir l'aide du prince, peu importe à quel point elle lutte. Secouant la tête en signe de déni, elle se dit que cela ne peut pas être vrai, et qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur la base d'un seul paragraphe. Tape, son pied frappe le sol tandis qu'elle débat nerveusement avec elle-même, admettant qu'elle doit trouver un moyen même si elle doit suivre l'histoire. Clyde observe de l'autre côté de la pièce Edith marmonner anxieusement, perdue dans ses propres pensées chaotiques. Il l'observe en silence un instant, son expression illisible. Ses pensées frénétiques sont interrompues par l'ordre sec de Clyde. « Ça suffit. Arrêtez-vous là. » La regardant attentivement, il lui demande de résumer les points clés du rapport qu'elle a lu jusqu'à présent. Avec un sourire confiant, Clyde retourne un sablier, lui donnant à peine 3 minutes pour présenter ses conclusions. Le sable fin commence à s'écouler à travers l'élégant sablier, marquant le début de son test. Edith est stupéfaite, se demandant s'il s'attend sérieusement à ce qu'elle commence tout de suite. Examinant les documents complexes, elle réalise qu'il doit se moquer d'elle, lui demandant de tout condenser en seulement 3 minutes. Elle essaye de se calmer, se souvenant que le futur tyran devant elle peut faire n'importe quelle demande étrange qu'il souhaite. Fermant les yeux un bref instant, elle rassemble ses pensées, se préparant à la tâche impossible. Elle se retourne vers la mer de documents manuscrits, ses cheveux flottant alors qu'elle se concentre. Avec un nouveau regard de détermination, elle pointe vers l'avant, prête à livrer son résumé. Le texte des documents se reflète dans son œil vert, tandis qu'elle traite instantanément l'information. Clyde la regarde avec une expression sérieuse, tandis qu'elle commence à balbutier. « Ah, actuellement ?» Se ressaisissant, elle rapporte l'opinion dominante, selon laquelle les coûts d'entretien de l'armée permanente sont trop élevés et devraient être réduits. Elle continue, déclarant que seul le comte Catinus soutient le renforcement de l'autorité impériale en taxant les territoires, mais Clyde dit soudainement « Ça suffit ». Sa main tombe sur le côté alors qu'elle se demande pourquoi il l'a arrêtée, alors qu'elle n'a pas utilisé les 3 minutes complètes. Une perle de sueur coule sur son visage, alors qu'elle s'inquiète que son résumé n'ait pas été à son goût. Tandis que Clyde se retourne et s'éloigne, elle craint le pire, imaginant qu'elle pourrait être réprimandée ou même bannie. Atteignant une horloge de parquet, il fait sonner une petite cloche dorée ornée. Clyde ouvre la porte pour saluer un homme aux cheveux gris qui vient d'arriver. L'homme plus âgé s'incline respectueusement, demandant si Sa Majesté l'a appelé. Avec un sourire satisfait, Clyde informe l'homme que Dame Ketsmoris a réussi son test et semble très utile. L'homme plus âgé rayonne de joie, applaudissant et félicitant le prince d'avoir trouvé un individu si talentueux. L'expression de Clyde devient pensive, alors que l'homme lui rappelle qu'elle avait initialement postulé pour un autre département. L'homme demande s'il doit régler son placement, mais Clyde déclare fermement qu'il ne peut pas laisser une personne talentueuse qu'il a trouvée lui être enlevée. Toujours debout au bureau, Edith est complètement déconcertée, se demandant de quoi il parle, et réalisant que toutes les preuves n'étaient qu'un test. L'homme aux cheveux gris accepte joyeusement de s'en occuper, tandis qu'une minuscule Edith panique, suppliant d'être rendue à sa position originale. Thump, ses mains se posent fermement sur une surface. Se penchant incroyablement près d'une Edith rougissante, Clyde déclare qu'elle l'assistera désormais dans son bureau et sa chambre privée.
Sa main s'envole vers son col tandis qu'elle pousse un halètement aigu et choqué. Avec des cernes sous les yeux, elle fixe le vide dans une incrédulité épuisée. Debout seule dans le grand couloir, elle désespère de n'avoir pas seulement échappé, mais d'être maintenant encore plus étroitement liée à lui. Elle se couvre la bouche, réalisant sa grave incompréhension concernant la chambre privée. La scène révèle une pièce somptueusement décorée alors qu'elle comprend que c'est une chambre à l'intérieur de la chambre à coucher du prince. En regardant le bureau et les chaises ornées, elle a l'impression que c'est exactement comme être une secrétaire personnelle. Une Edith Chibi pointe un plan d'étage, notant avec colère qu'il n'y a pas un seul espace de travail pour elle dans toute la suite. Résolue, elle se rappelle que sa connaissance du roman est limitée aux 25 premiers chapitres gratuits. Elle confirme la seule chose qu'elle sait avec certitude. Clyde devient un tyran. Mais la raison reste un mystère, la remplissant d'anxiété. Elle lève les yeux vers un portrait encadré du prince aux cheveux sombres, perdu dans ses pensées. Assise les bras croisés, elle considère une autre information clé qui est gravée dans le marbre. Elle se rappelle le déclencheur de sa rédemption, un homme nommé Adrian, le plus fort des Omégas. Affalée sur une table, elle soupire, craignant d'être coincée à travailler pour Clyde jusqu'à ce que lui et Adrian se rencontrent enfin. Ses yeux s'écarquillent alors qu'une nouvelle idée prend forme. Elle pourrait peut-être essayer de changer le moment de leur rencontre fatidique. Alors qu'elle se détend cependant, elle commence soudainement à se sentir très somnolente. Le soleil se couche sur le grand palais, marquant la fin d'une longue journée. Épuisée, Edith s'est endormie profondément à table. Dans la pièce silencieuse, il prononce doucement son nom, Edith. Avec un regard aigu dans son œil doré, il se demande si elle fait semblant de ne pas le connaître, tout comme lui. Il tend doucement la main, ses doigts effleurant ses cheveux blonds. Il pense à combien il a pensé à elle et à quel point il est heureux de voir à quel point elle a merveilleusement grandi. Sa main repose doucement sur sa tête pendant qu'elle dort. Soudain, il recule, pensant que cela ne devrait pas arriver. Serrant les dents, il se dit qu'il doit endurer ce sentiment, tandis qu'une étrange énergie rouge tourbillonne autour de lui. Ayant glissé au sol, Edith murmure doucement dans son sommeil. Elle tressaillit légèrement, toujours plongée dans un sommeil profond. Clyde la regarde, une pointe d'inquiétude sur son visage. Une pensée choquante lui traverse l'esprit alors qu'il se demande si elle réagit aux phéromones alpha. En se frottant les yeux, Edith commence doucement à se réveiller. Encore groggy, elle sent que quelqu'un se tient juste devant elle. Ses yeux s'ouvrent en grand alors qu'elle lève les yeux et réalise avec un choc que ce ne peut être que le prince héritier. Elle se lève d'un coup, paniquée, espérant désespérément qu'il vient d'arriver et ne l'a pas vu dormir. Décidant d'être audacieuse, elle se compose rapidement, affichant un sourire éblouissant et confiant. Clyde observe sa transformation d'un regard froid et fixe. Une Edith Chibi suggère gentiment qu'il a mal vu, mais Clyde rejette intérieurement l'idée comme impossible. Il tend soudain un mouchoir et essuie délicatement le coin de sa bouche, la laissant stupéfaite. Son visage rougit profondément, alors qu'elle réalise avec une horreur absolue qu'elle a dû baver. Elle se souvient de son regard intense précédent, pensant qu'il semblait mourir de faim pour la dévorer. Maintenant elle serre les poings, complètement déconcertée par son geste doux et son comportement imprévisible. Son esprit s'emballe, se rappelant que le Clyde du roman n'est gentil qu'avec Adrian, et mène tous les autres à la ruine. Ahem, elle se racle la gorge nerveusement, essayant de trouver les mots justes à lui dire. Nervosité, elle explique qu'elle prenait juste une pause, car le temps traînait sans travail à faire. Un sourire rusé et dangereux joue sur les lèvres de Clyde alors qu'il se penche, lui demandant si elle a vraiment trouvé ça ennuyeux. Il gesticule de manière invitante depuis sa place sur le bureau, et une vague d'effroi l'envahit alors qu'elle pense. Pas question. Ses yeux s'écarquillent d'horreur pure et inaltérée à ce qui va suivre. Tude. Un livre massif est placé devant elle, signalant le début d'une autre tâche impossible. Un majordome informe Clyde que tous les articles demandés ont été déplacés, tandis que Clyde le remercie et se prépare à partir. Edith regarde avec horreur, bégayant en demandant s'il a vraiment l'intention de lui faire faire ce qu'elle pense. Avec un sourire malicieux, Clyde explique qu'il a personnellement apporté son travail pour soigner sa somnolence. Il affiche un sourire éblouissant et satisfait de lui-même, se complaisant dans sa propre astuce. Edith est intérieurement furieuse, se demandant ce qu'il dit et qualifiant ses paroles de non-sens. Pointant du doigt les montagnes de paperasse, elle crie mentalement se demandant ce qu'elle est censée faire de tout ça. Clyde lui dit nonchalamment de revoir tous les documents, mais Edith proteste contre l'ampleur de la tâche.
D'un claquement de doigts, Clyde déclare qu'il comprend parfaitement ses sentiments. Il s'appuie sur le bureau, notant sarcastiquement que la table est trop rigide, et proposant d'arranger un lit pour elle à la place. Edith soupire de défaite, réalisant qu'il n'écoutera pas, et désespérant à l'idée d'être ensevelie sous le travail. Déterminée, elle réaffirme son objectif d'être une voleuse de salaire, refusant d'être exploitée jusqu'à l'os comme dans l'histoire originale. Jouant la comédie, elle prétend que son dos est endolori d'avoir passé tout son temps à la bibliothèque pour obtenir une bourse. Clyde convient pensivement que cela ne peut être évité et qu'il devrait améliorer son environnement de travail, donnant à Edith une lueur d'espoir. Rayonnante de soulagement, Edith lui attrape le bras tandis qu'il déclare qu'ils ont de nombreux jours ensemble et ne devraient pas commencer du mauvais pied. Il la guide doucement hors de la pièce, lui disant de laisser le travail pour la journée. Son expression devient sérieuse, tandis qu'il lui demande de lui faire confiance et de le suivre, expliquant qu'il y a des choses à faire. Plaçant ses mains sur ses épaules, il la nomme officiellement sa première assistante personnelle, la laissant abasourdie. Serrant les dents, elle panique, réalisant qu'à ce rythme, elle sera submergée de travail, tout comme dans le roman. Une prise de conscience soudaine la frappe. Elle doit faire en sorte qu'Adrien reste avec elle le plus tôt possible. Quelques jours plus tard, la scène se déplace vers le grand extérieur de la demeure du comte Raymond. Edith se tient devant le domaine, soupirant de soulagement d'être enfin arrivée. Un homme magnifique et éthéré aux longs cheveux lavande se tient parmi des fleurs de lotus blanches. Edith se remémore son plan, ravie qu'Adrien ait répondu positivement après qu'elle lui ait envoyé une lettre demandant à le visiter. Dans un flashback, une femme de chambre livre la réponse d'Adrien, confirmant qu'il a volontiers accepté sa visite. Elle se souvient avoir souri sournoisement à la lettre d'acceptation, pour être choquée quand une lumière brillante en a soudainement émané. Le texte de la lettre, lui, révélant un passage du roman sur la dynamique alpha et oméga du monde. Prenant une profonde inspiration, elle chasse l'étrange lettre de son esprit et se prépare à entrer dans la pièce. Elle ouvre les grandes portes ornées, résolue à ce que de telles étranges occurrences ne l'arrêtent pas. Edith réfléchit à son objectif, se souvenant que cet homme est le seul amant du prince héritier dans le roman. Elle se souvient que sa beauté rivalise avec celle de Clyde et que sa personnalité amicale le rend aimé de beaucoup. En regardant l'homme aux traits doux et aux cheveux lavande, elle réaffirme qu'il est la clé de son évasion. Un gros plan saisissant révèle son œil bleu clair complexe et magnifique. La musique d'un piano s'arrête tandis que l'homme aux cheveux violets se tourne pour voir Edith s'approcher par derrière. Il se lève et marche vers elle d'un pas doux. Les deux se tiennent face à face dans la pièce somptueuse et ensoleillée. L'homme aux longs cheveux lavande sourit chaleureusement, la saluant par son nom. « Ça fait longtemps, Edith. » Edith fait une révérence formelle, l'appelant Sir Raymond et s'enquérant de son bien-être. Il sourit chaleureusement, la réprimandant gentiment d'être trop formelle et d'agir comme s'ils ne se connaissaient pas. Il lui suggère gentiment de l'appeler par son surnom, Ardry, puisqu'ils sont amis. Ses yeux se plissent légèrement, alors qu'elle se rappelle que le surnom, Ardry, était réservé uniquement aux compagnons les plus proches d'Adrien. Elle se souvient de ses jours à l'académie, quand Adrien était constamment entouré de personnes l'adorant. Un flashback montre des alphas jaloux, toujours anxieux que quelqu'un puisse voler l'attention d'Adrien. De retour au présent, Edith s'excuse poliment d'avoir interrompu un rassemblement, mais Adrien la rassure en disant qu'ils étaient sur le point de partir de toute façon. Il lui jette un regard charmant par-dessus son épaule, sa beauté soulignée par une aura florale. Pensant aux alphas possessifs, Edith pense qu'ils ont tous besoin de se réveiller et de voir la réalité. La scène passe à Edith et Adrien assis l'un en face de l'autre, partageant le thé à une petite table. Adrien admet avoir été surpris de recevoir sa lettre, notant que c'est leur première vraie conversation. Edith rit, admettant que c'était soudain tout en paniquant intérieurement face à sa franchise. Se penchant en avant, Adrien réplique que ce n'était pas si soudain, avant de déclarer sans détour qu'il pensait qu'elle ne l'aimait pas. Les yeux d'Edith s'écarquillent sous le choc pur tandis qu'elle demande ce qu'il pourrait bien vouloir dire. Adrien la regarde avec une pointe de tristesse, admettant que même si elle ne s'en souvient peut-être pas, il a vraiment fait de gros efforts par le passé. Il se remémore un souvenir de leur jour à l'académie, précisément lors d'un cours sur l'histoire de l'Empire Lagrand. Dans le flashback, un jeune Adrien se souvient d'avoir rassemblé tout son courage, juste pour s'asseoir intentionnellement à côté d'Edith. Une Edith troublée du passé bégaye, ne sachant pas comment réagir à lui s'asseyant à ses côtés. Elle se lève soudainement de sa place, lâchant une excuse maladroite concernant le besoin d'aller aux toilettes, laissant derrière elle un Adrien confus. Adrien poursuit son récit, expliquant qu'après son retour,
Elle a choisi un siège différent et qu'il a tenté de l'approcher à d'autres moments, mais elle l'a toujours évité. Il termine son souvenir avec un sourire doux et légèrement mélancolique. Edith est stupéfaite, réalisant que les actions passées d'Adrien étaient délibérées, et que ses propres souvenirs de cette époque sont flous. Essayant de sauver les apparences, elle insiste nerveusement sur le fait que cela devait être une coïncidence et s'excuse pour son comportement passé. Elle se demande intérieurement pourquoi Adrien aurait montré de l'intérêt pour elle à l'époque. Prenant une gorgée de thé, elle se rappelle que, quelle qu'en soit la raison, sa priorité actuelle est ce qui compte vraiment. Elle esquisse un sourire, admettant qu'elle craignait qu'il ne connaisse même pas son nom. Mais son véritable objectif reste clair, faire en sorte qu'il rencontre Clyde immédiatement. Adrien semble sincèrement surpris, demandant comment il pourrait ne pas connaître la fierté de notre académie. Tandis qu'un groupe d'étudiants admiratifs jette un œil derrière une porte, Edith le flatte, insistant sur le fait qu'il était la véritable fierté de l'académie, pas elle. Adrien rougit profondément, disant à Edith d'arrêter ses compliments et déclarant humblement que les apparences éphémères sont sans importance. Il poursuit, insistant sur le fait que son intelligence et son talent sont ce qui brille vraiment, mais Edith se contente d'en rire, le considérant comme trop modeste. Edith détourne le regard, avouant qu'elle n'est toujours pas habituée à l'appeler par son surnom, Ardry. S'appuyant sur sa main, Adrien suggère qu'ils se rencontrent souvent à l'avenir pour qu'elle puisse s'y habituer. Avec un sourire plein d'espoir, il demande doucement s'il peut espérer quelque chose de son désir soudain de le voir. Gênée, Edith laisse échapper qu'elle a juste pensé à lui, puis rejette immédiatement ses propres mots comme étant insensés, laissant Adrien un instant sans voix. Adrien se reprend rapidement, rougissant en insistant que ce n'est pas étrange du tout, et confesse qu'il l'a toujours eu aussi dans ses pensées. Choquée par sa confession directe, Edith se demande si son plan fonctionne réellement aussi facilement. Bam! Adrien bondit de son siège, déclarant avec enthousiasme qu'aucune raison formelle n'est nécessaire pour qu'elle vienne le voir, et que c'est mieux sans. Il se penche sur la table, insistant qu'elle peut venir le voir n'importe quand sans l'être, tandis qu'Edith est prise au dépourvu par son audace. Les larmes aux yeux, Edith pense qu'il est trop gentil et qu'il doit maintenir certaines limites avec les gens. Ignorant son tourment intérieur, Adrien se lève pour informer ses assistants, mais Edith l'interpelle rapidement par son nom pour l'arrêter. Elle clarifie que, puisqu'elle s'occupe du prince Clyde au palais, il ne devrait pas s'inquiéter qu'elle vienne le voir souvent. C'est maintenant sa chance de réorienter la conversation. Le regardant, elle propose une autre idée. Serait-il prêt à venir au palais pour la rencontrer à la place ? Rougissant furieusement et se couvrant la bouche, Adrien demande si c'est vraiment acceptable avant de promettre avec empressement qu'il ira absolument. Edith rayonne de triomphe, célébrant sa réussite à faire accepter à Adrien de venir au palais. Elle se rappelle que les préposés peuvent s'occuper des affaires personnelles près de la porte principale du palais, justifiant ainsi son plan. Puisqu'elle est la préposée personnelle du prince héritier, elle estime qu'une seule visite ne causera pas de problème. Elle croit qu'inviter Adrien au palais une seule fois ne devrait pas entraîner de punition majeure. Le plus important, son plan mettra Adrien face à face avec le prince héritier. Elle imagine leur rencontre prédestinée, convaincue que les deux sont des amants destinés, liés par le fil rouge du destin. Avec un sourire malicieux, elle imagine les étincelles voler et pense que le couple prédestiné lui devra la vie. De retour au présent, Adrien la regarde avec une curieuse inclinaison de la tête. Une Edith Chibi confirme joyeusement leur plan de se retrouver au palais dans quelques jours, et Adrien accepte avec joie. Edith rit maladroitement, réalisant qu'elle a gâché son maintien formel et presse rapidement à Ardry de se rasseoir. Tandis que le silence tombe sur la table à thé, Adrien reste silencieux, son expression illisible. Remarquant son silence soudain, Edith lui demande à quoi il pense. Adrien la regarde intensément, une question douce mais sérieuse se formant sur ses lèvres. Il se penche près d'elle, posant une main sur le dossier de sa chaise et demandant doucement s'il peut s'asseoir à côté d'elle. Depuis l'extérieur de la fenêtre, la scène montre Adrien se déplaçant vers le siège juste à côté d'Edith. Visiblement nerveuse par sa proximité, Edith bégaye son consentement. Elle en rit, essayant d'alléger l'atmosphère en lui demandant pourquoi il a même ressenti le besoin de poser la question. Il pose doucement une main sur son épaule, la remerciant sincèrement de lui permettre d'être si proche. Avec un doux sourire, il lui dit de l'excuser un instant. Alors qu'Edith demande s'il y a quelque chose sur son visage, Adrien la contemple simplement, le menton posé sur sa main avec un regard de pure adoration. Adrien explique sa fascination, confessant qu'il n'avait jamais imaginé qu'il s'assiérait et parlerait ainsi. Se détournant légèrement,
Une Edith troublée remarque qu'Adrien est vraiment quelque chose d'inhabituel. Edith panique intérieurement, pensant qu'il est bien trop proche, mais s'avoue que ce bel homme fait battre son cœur. Son regard s'intensifie alors qu'il admet que sa réaction le rend curieux. Bégayant son nom, Edith le regarde avec des yeux grands et incertains. Touchant délicatement une mèche de ses cheveux, Adrien clarifie qu'il a hésité parce qu'il pensait à tort qu'elle ne l'aimait pas. Se reprenant avec un sourire, Edith accepte qu'il devrait essayer de se rapprocher dorénavant. Baissant les yeux en rougissant, Adrien demande si elle ne comprend toujours pas la vraie raison pour laquelle il a tant essayé de se rapprocher d'elle par le passé. Son expression se durcit alors qu'il déclare fermement qu'il n'aime pas ce genre de choses. Confuse par son changement soudain, Edith lève les yeux de sa chaise et lui demande d'expliquer ce qu'il veut dire. Un gros plan révèle la perplexité d'Edith alors qu'elle demande de nouveau à Adrien de quoi il parle. Adrien lui tourne le dos sans un mot. Détournant le regard, il remet froidement en question l'existence même de l'amitié entre adultes. Edith réalise que c'est ce dont parlait le texte étrange de la lettre, se rappelant le passage sur la dynamique alpha et oméga, qui révélait qu'Adrien est un oméga qui peut être avec un alpha. Il se retourne vers elle, son regard inébranlable, alors qu'il demande si être avec un alpha n'est pas plus confortable pour elle. L'expression d'Adrien devient orageuse, et il tombe dans un silence tendu. Le dos toujours tourné vers elle, Adrien déclare que bien qu'il soit un oméga, il est aussi un homme, avant de s'excuser pour son comportement hâtif. Se tournant pour faire face à Edith avec une confession sérieuse, Adrien révèle qu'il la considère comme un intérêt amoureux, la laissant stupéfaite. Sous la pleine lune, une main caresse doucement les cheveux blonds d'Edith pendant qu'elle dort. Allongée dans son lit, Edith soupire de frustration, déplorant à quel point son plan de marieuse avait tourné terriblement mal. Elle admet que si Clyde et Adrien sont tous deux beaux, elle n'a absolument aucun désir de s'engager romantiquement avec l'un ou l'autre, contrairement à l'intrigue du roman. Se tournant et se retournant dans son lit, elle conclut que les deux hommes ne sont attractifs que de loin, et redoute l'idée de réellement devenir l'amante de l'un d'eux. Edith imagine le terrible futur d'une princesse héritière, mourir d'épuisement professionnel et être piégée par la stricte étiquette du palais, symbolisée par un ruban, ne pas franchir. Elle imagine ensuite être l'épouse d'Adrien, envisageant une vie où elle serait enviée par les autres et ferait face à de terrifiantes protestations de ses admiratrices jalouses. Dans une fantaisie triomphante, Edith se tient au sommet d'une vague déferlante, déclarant que sa seule véritable résolution est d'être une voleuse de salaire. Résolue, Edith chevauche un cheval blanc à travers une forêt baignée de soleil. Alors qu'elle chevauche, elle se demande pourquoi sa destination post-vacances est un stand de tir au lieu d'un bureau. Un homme aux cheveux gris applaudit, tandis qu'Edith, maintenant dans une robe simple, regarde avec confusion, se rappelant qu'elle pensait avoir une journée pour se détendre. Les yeux de l'homme se plissent, tandis qu'Edith se souvient qu'on lui a brusquement ordonné de changer de vêtements et de sortir. De retour à cheval, Edith regarde ses luxueux vêtements d'équitation, pensant qu'ils sont trop extravagants pour une simple servante. Elle chevauche son cheval vers un grand domaine au loin. Le prince Clyde se tient avec un fusil à la main, son expression calme et concentrée. Il lève le fusil, visant soigneusement une cible invisible. Debout avec son cheval dans un champ de fleurs jaunes, Edith se sent complètement perdue, incapable de comprendre la situation. Un son soudain et aigu fait qu'Edith tourne la tête avec alarme. Son œil s'écarquille sous le choc, une explosion enflammée reflétée dans sa pupille. Un flashback révèle une salle du trône remplie de corps, tandis qu'un narrateur explique que les purges de sang ont duré 7 jours et 7 nuits. Edith reste figée, fixant le carnage, jonchant le sol imbibé de sang. Clyde s'affaisse sur le trône, épuisé et souffrant au milieu des corps de ses victimes. Le flashback montre sa main agrippant son uniforme, alors qu'il avait gravi les escaliers. L'horrible souvenir continue, montrant comment il a dédié sa vie à un ministre, avec Edith étendue à proximité tandis que le sang éclabousse l'écran. De retour au présent, Edith observe avec une expression profondément troublée. Une horrible réalisation la frappe alors qu'elle se couvre la bouche, reliant la vision au jour de la purge. Elle voit une vision d'Adrien calmant un Clyde déchaîné et se demande pourquoi cette scène particulière lui est montrée maintenant. Edith fixe les bois, perturbée par la prémonition. L'air inquiète, elle se demande si la vision qu'elle vient de voir était un avertissement. L'avertissement est clair. Le jour approche. Debout seule dans la nature sauvage, Edith se demande si ce monde est toujours le roman dont elle se souvient, et si les événements suivront l'intrigue originale. Avec une étincelle déterminée dans les yeux, elle considère le vrai caractère d'Adrien, et le fait que le genre du roman est BL, repensant tout son plan.
Alors qu'Edith réfléchit à son dilemme, elle se souvient du problème fondamental. Ce jour fatidique, Adrien a manifesté un intérêt romantique pour elle. Malgré cette complication, elle se tourne vers le prince Clyde, convaincue qu'il y a encore une possibilité suffisante pour que son plan fonctionne. Le prince Clyde se tient avec un fusil, son expression perçante et imposante. Avec des pas déterminés, Edith marche vers lui à travers le terrain d'entraînement. « Vous êtes en retard », remarque Clyde avec froideur, levant les yeux vers elle tout en manipulant un petit objet. Edith explique poliment que, bien qu'elle soit arrivée au travail à l'heure, elle a été retardée par des ordres reçus au bureau. Ignorant son excuse, l'attention de Clyde se tourne vers sa tenue alors qu'il inspecte pensivement ses vêtements. Elle baisse les yeux sur son uniforme d'équitation pratique et explique que c'est celui qui lui a été fourni. Clyde se dit qu'il a choisi la tenue comme prévu, tandis qu'une Edith choquée réalise que le prince a personnellement sélectionné ses vêtements. Une narration explique que la tenue d'un serviteur royal est primordiale, car son apparence est directement liée à la dignité de son seigneur. Même ainsi, Edith a du mal à croire que le prince lui-même aurait choisi son uniforme. Soudain, Clyde drape son propre élégant manteau blanc sur ses épaules, la prenant complètement par surprise. Il lui ordonne simplement de le porter, laissant une Edith troublée bégayer et s'interroger sur ce cadeau inattendu. Changeant de sujet, Clyde demande à Edith si elle sait tirer au pistolet, ce à quoi elle admet n'en avoir jamais utilisé un. Un sourire chaleureux apparaît sur son visage, alors qu'il lui suggère d'essayer d'apprendre. Ses yeux s'illuminent d'une excitation sincère alors qu'elle accepte avec enthousiasme, voulant essayer de tirer. Il rit, satisfait de sa réponse, mais son commentaire selon lequel c'était « comme prévu » de sa part, laisse Edith légèrement confuse. L'air incertain, elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule pour demander si elle vise correctement. Il se penche, suggérant qu'ils tirent ensemble, mais une Edith troublée insiste rapidement qu'elle peut s'en occuper seule. Reprenant un peu de contenance, elle fait un clin d'œil et déclare avec assurance qu'elle va essayer seule, maintenant qu'elle a compris. Sous le regard intense de Clyde, Edith stabilise sa visée, son propre visage, empreint d'une détermination féroce. Bang! Le fusil tire, et le puissant recul envoie une Edith aux yeux écarquillés trébucher en arrière sous le choc. Juste au moment où elle est sur le point de tomber, Clyde se déplace rapidement et la retient dans une étreinte ferme. La regardant avec un doux sourire en coin, il lui demande si elle va bien. Toujours étourdie par le tir et la chute, Edith lève les yeux de ses bras et confirme qu'elle va bien. Il sourit, laissant échapper un léger rire alors qu'il la félicite d'avoir si bien tiré. Quand il lui demande si elle peut se lever, elle gonfle ses joues avec défi et insiste qu'elle va parfaitement bien. Au lieu de la laisser partir, il la tire encore plus près, leurs visages n'étant plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Swoosh! D'un mouvement fluide, il la prend dans ses bras et s'éloigne, la laissant se demander ce qu'il fait. Tandis qu'il la porte, il baisse les yeux et clarifie qu'il a pris sa question sur sa capacité à se tenir debout, au sens littéral. Un sourire triomphant, presque prédateur, se dessine sur son visage alors qu'il contemple la femme dans ses bras. La tête toujours baissée, Edith se demande quand le prince lui a donné la permission d'être aussi familière avec lui. Le prince Clyde offre un clin d'œil charmant et un sourire entendu, une étoile unique scintillant à côté de son visage. Réalisant qu'il essaie juste de laisser passer l'incident, Edith décide de le suivre dans son excuse. Edith affiche un sourire, disant au prince qu'il plaisante et affirmant qu'elle s'est juste sentie un peu étourdie. Lui saisissant le bras, Clyde insiste sévèrement pour qu'elle lui raconte ce qui s'est passé en détail, la faisant bégayer. Se détournant, il ignore ses excuses, et lui dit qu'elle en a fini pour la journée. Edith reste seule sur le terrain d'entraînement tandis que Clyde s'éloigne, laissant une distance notable entre eux. Troublée par les événements de la journée, Edith serre le col volanté de sa chemise. Surplombant le grand domaine, un narrateur révèle que des changements ont commencé à s'immiscer dans la vie quotidienne d'Edith. Un montage montre Edith constamment aux côtés de Clyde, en tant que son assistante personnelle, gérant ses affaires et partageant des moments intimes. Travaillant désormais comme son ordonnatrice, Edith réalise qu'elle doit préparer diverses tenues pour toute situation, fixant une garde-robe remplie. Entourée d'une nouvelle équipe de secrétaires, Edith sourit en apprenant que sa tâche principale est d'écouter des histoires liées à Clyde. Malgré l'aide supplémentaire, le travail ne devint pas plus facile. En entrant dans une pièce, elle réalise que le vrai travail ne fait que commencer. Avec des cernes sous les yeux, une Edith épuisée constate qu'il est déjà 4 heures de l'après-midi. Une version minuscule d'elle-même s'effondre au sommet d'une montagne de livres, désespérant de savoir quand elle aura fini de tout organiser. Dans un bureau débordant de paperasse, une Edith chibi supplie que le travail s'arrête.
Face à son bureau jonché de papier, l'épuisée mais déterminée Edith décide qu'elle doit élaborer un plan. Elle croise les bras avec un regard de ferme résolution. À mesure que sa charge de travail augmentait, son bureau fut remplacé par un plus grand, mais elle s'affaisse toujours dessus, convaincue qu'il doit y avoir un moyen plus facile. Lisant un livre à son bureau orné, Edith envisage de demander de l'aide à un autre préposé pour les tâches connexes. Un son attire son attention. Elle lève les yeux juste au moment où une paire de chaussures cirées apparaît. Surprise, Edith se lève d'un bond et salue nerveusement le prince, lui demandant s'il vient d'arriver. Le prince Clyde se tient devant elle, les bras croisés, un sourire confiant jouant sur ses lèvres. Se penchant plus près avec une expression rusée, il demande si elle pensait vraiment qu'il ne remarquerait pas qu'elle essayait d'être maligne. Feignant l'innocence, Edith rit joyeusement et insiste qu'il est préférable qu'elle gère le travail elle-même. Avec un sourire entendu, Clyde acquiesce, confirmant que cela doit être ainsi. Edith demande finalement au prince pourquoi il réorganise des documents qui semblent déjà en ordre. De l'autre côté de la pièce, Clyde pose une question. Si les rapports étaient influencés par des factions, quel en serait le contenu? Lui tournant le dos, Clyde déclare clairement qu'aucun des rapports ne serait objectif. Lui faisant face à nouveau, il explique qu'une perspective extérieure, la sienne, est absolument nécessaire. Il demande calmement si son explication a répondu à sa question. Réalisant que ce n'était pas une farce après tout, Edith sourit d'un air suffisant et décide qu'elle ne peut pas utiliser de ruse pour échapper au travail. Un montage montre Edith travaillant sans relâche, révisant des documents et acceptant d'énormes piles de papier de Clyde. Submergée et complètement épuisée, Edith s'effondre avec un saignement de nez dû au surmenage. Examinant un livre rempli de symboles étranges, elle remarque les marques qu'il a personnellement vérifiées et redoute le nombre de volumes restants. À l'approche de minuit, Edith et Clyde travaillent à des bureaux séparés, et elle se dit qu'elle n'a jamais étudié aussi dur à l'académie. Dans un accès de frustration, elle se tire les cheveux, se lamentant que ce n'est pas la vie facile de voleuse de salaire dont elle rêvait. Annonçant qu'elle part pour la journée, elle est arrêtée par une voix qui demande s'il est temps de dormir. Un point se serre tandis que l'interlocuteur invisible demande qui l'a fait travailler si tard et pourquoi elle n'a rien dit. Décidant calmement de rentrer chez elle, Edith réfléchit à la dynamique de pouvoir employeur-employé et à la façon dont l'endurance peut prévenir des incidents malheureux. Avec un doux sourire, Clyde suggère qu'elle fasse une sieste rapide au palais car il est dangereusement tard. Une minuscule Edith, les yeux écarquillés, est complètement stupéfaite par son offre, ne parvenant qu'à un confus « Quoi ?» Il explique qu'il a commandé un espace préparé pour elle, mais que la construction ne sera pas terminée avant 3 jours. Avec un sourire contraint, Edith le supplie mentalement de la renvoyer simplement chez elle, confuse par son dilemme. Dans un tourbillon de fleurs violettes, le prince Clyde regarde une Edith rougissante avec un sourire prédateur. La scène passe à une pièce opulente mais vide, instaurant une atmosphère calme et tendue. Clyde apparaît soudainement devant elle, lui demandant pourquoi elle n'a pas répondu et lui offrant le lit pendant qu'il prend le canapé. La réalité de son offre la frappe et une Edith choquée de façon caricaturale s'effondre, réalisant qu'elle l'a bien entendu. Essayant de raisonner avec lui, Edith lui dit qu'il ne dit rien de sensé, mais Clyde se penche, lui demandant quelle est la raison pour laquelle cela ne peut pas arriver. Gênée, Edith soutient qu'elle ne peut pas rester, craignant que les domestiques ne la voient dans son lit et le scandale qui en découlerait. Avec une expression grave, elle réalise qu'être découverte signifierait la fin pour elle. Une narration explique l'importance de la pièce comme un espace privé où le prince reçoit les fonctionnaires et identifie ses alliés. Alors que des fonctionnaires s'agenouillent devant lui, la narratrice conclut que l'endroit est bien plus important qu'elle ne pouvait l'imaginer. Ses yeux s'écarquillent de peur en pensant que même avec permission, les conséquences seraient désastreuses. Face à un Clyde à l'air sévère, elle s'imagine piégée dans une vie de scandale sans fin jusqu'à sa mort. Avec un léger fredonnement pensif, Clyde écarte ses inquiétudes, lui disant qu'elle n'a pas à s'en faire. Un sourire malicieux traverse son visage, alors qu'il révèle avoir fait en sorte que personne ne les dérange avant qu'il ne les appelle. Il lui prend la main, l'encourageant doucement à se détendre et à utiliser son lit, à sa grande surprise. Rejetant fermement son offre, Edith insiste pour qu'il dorme pendant qu'elle termine son travail et rentre chez elle. Il réduit silencieusement la distance entre eux, la faisant baisser la tête en signe de soumission. Elle s'assied à un bureau, tandis qu'il se tient de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, créant un affrontement tendu. Tenant un livre contre sa poitrine, elle lève les yeux, une question silencieuse dans son regard. En se retournant pour partir, elle est arrêtée par sa voix.
Elle s'excuse, se rappelant soudain qu'elle était censée rendre un rapport. Il précise que bien que ce ne soit pas urgent, il aimerait tout de même entendre son rapport aujourd'hui. Avec un sourire narquois et confiant, il précise qu'il veut le rapport qui n'inclut pas son opinion personnelle, la choquant. Son esprit explose de frustration tandis qu'elle hurle mentalement, se demandant ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui. Agacée mais résolue, elle décide de braver son étrange humeur en terminant son travail et en partant immédiatement. Interrompant son travail, elle se demande si son comportement est un signe d'intérêt et envisage brièvement de lui demander directement. Une version caricaturale d'elle-même à deux têtes les secoue à l'unisson, décidant que c'est trop embarrassant s'il dit non et trop maladroit s'il dit oui. Ignorant son tumulte intérieur, Clyde continue de lire son livre paisiblement. Submergé par l'épuisement, Edith s'affaisse finalement et s'endort sur l'accoudoir du canapé. Clac. Une main referme un livre, le son résonnant dans la pièce silencieuse près d'une haute bibliothèque. Le prince Clyde s'approche d'Edith endormie, se penchant vers elle depuis un angle dramatique et incliné. Se penchant sur elle, il lui touche délicatement les cheveux et lui demande doucement pourquoi elle tarde. Il lui écarte une mèche de cheveux du visage, murmurant qu'elle aurait pu simplement se reposer quand il l'a proposé pour la première fois. Il lui prend doucement la main pendant qu'elle dort, ses doigts mous dans sa prise. Contemplant son visage paisible, il murmure son nom, Edith, et la prévient qu'il va la transporter dans le lit. Il demande discrètement à Edith endormie de faire semblant de dormir pour qu'il puisse la coucher sans problème. D'un mouvement fluide, il la soulève dans ses bras, la regardant avec un sourire tendrement triomphant. La serrant contre lui, il penche la tête en arrière, visiblement captivé par sa présence. Transporté dans un champ de fleurs dans son esprit, il se demande si son parfum séduisant pourrait réellement appartenir à une bêta. Son expression se durcit de résolution, alors qu'il décide qu'il doit endurer ce sentiment. La regardant dormir, il se réprimande intérieurement pour l'avoir tourmentée, admettant qu'il l'a agacée malgré ses projets de bien la traiter. Il la regarde, inquiet que s'il insiste davantage, les choses deviendront irrévocablement compliquées. D'un pas léger, il la porte à travers la pièce vers le grand lit qui l'attend. La scène passe à une porte vitrée ensoleillée, marquant le passage du temps et l'arrivée du matin. Edith repose paisiblement endormie sur un oreiller moelleux, les événements de la nuit apparemment oubliés dans ses rêves. En se réveillant, elle regarde avec hébétude la pièce somptueuse et inconnue, se demandant où elle se trouve. Elle se redresse brusquement dans le lit, choquée qu'il l'ait réellement mise là, juste au moment où une voix annonce qu'elle est réveillée. Ses yeux s'écarquillent en voyant un Clyde en robe de chambre, et torse nu lui sourire, lui demandant si elle a fait un beau rêve. Une Edith paniquée de façon caricaturale, reste totalement sans voix et confuse face à cette vision choquante. Se frottant l'œil pour chasser le sommeil, il lui dit calmement de détendre son expression paniquée. Indignée, Edith rétorque furieusement qu'elle ne peut absolument pas se détendre, lui rappelant qu'elle avait explicitement dit vouloir rentrer chez elle. Elle pointe un doigt accusateur, exigeant de savoir pourquoi il est allongé dans le lit à côté d'elle. Il offre des excuses à demi-mot, avant de suggérer que cela n'est arrivé que parce qu'elle a baissé sa garde en sa présence. Perplexe face à sa logique, Edith le fixe avec incrédulité, lui demandant ce qu'il entend par « baisser sa garde ». Un sourire rusé et prédateur se dessine sur son visage, révélant ses véritables intentions. Son sourire confiant et entendu persiste, la laissant dans un état de suspense et de confusion. La scène s'éloigne, montrant Edith assise dans le lit tandis qu'un Clyde en robe de chambre se tient à ses côtés, la tension étant palpable entre eux. Surprise et légèrement troublée, la femme blonde lève les yeux, les grands yeux interrogateurs. De l'autre bout de la pièce, l'homme torse nu lui demande pourquoi elle est si surprise, suggérant qu'il serait bon qu'elle reste à nouveau au palais. Toujours incrédule, elle tente de protester, mais il la coupe en promettant de réduire également sa charge de travail. Alors qu'elle demande si cela signifie qu'elle devient une dame de compagnie, il sourit sournoisement et confirme qu'elle a bien compris, ajoutant qu'il veillera à ce qu'elle obtienne une bonne chambre. Elle s'émerveille intérieurement des conditions étonnamment bonnes qu'il propose, considérant à la fois le travail réduit et une belle chambre. Après un instant de réflexion, elle annonce au prince, plein d'attente, qu'elle va réfléchir à son offre. Son hésitation provient de la détérioration de la situation financière de sa famille, avec un flashback de son père buvant seul près d'une cheminée. La deuxième raison de son incertitude est le comportement imprévisible de Clyde, qui, admet-elle, la déconcerte profondément. Serrant les poings,
elle décide de lui demander directement au lieu de s'inquiéter seule et l'interpelle. Elle le regarde avec une détermination nouvelle, prête à obtenir les réponses dont elle a besoin. Il tourne la tête, un regard calme et entendu sur son visage, tandis qu'il attend sa question. Un léger sourire en coin se dessine sur ses lèvres, tandis qu'il répond simplement « Oui ». Dans un tourbillon romantique de fleurs, il se penche et lui baise la main, confirmant qu'Edith a raison concernant son intérêt. Étourdie par sa franchise, Edith ne peut que balbutier en essayant de comprendre ce que cela signifie. Avec un doux sourire, il admet que cela le blesserait si elle le détestait ouvertement. Elle se dit que, bien qu'elle ait senti quelque chose, elle avait supposé que son intérêt était joueur et enfantin, et non vraiment romantique. Levant les yeux vers lui, Edith lui rappelle qu'il est un alpha dominant. Elle demande s'il ne serait pas plus confortable pour lui d'être avec une oméga, car elles sont généralement perçues comme plus attrayantes. Il médite pensivement, touchant son menton, et admettant que c'est vrai, car le pouvoir des phéromones ne peut être sous-estimé. Edith souligne ensuite qu'elle a remarqué qu'il n'y a presque pas de dame de compagnie autour de lui. Il la regarde intensément, son expression indéchiffrable, tandis qu'elle continue de l'observer avec des yeux interrogateurs. La main au menton, il confirme que la plupart des serviteurs autour de lui ont en effet été des hommes. Son visage s'illumine d'un sourire éclatant de soulagement à sa réponse. Une version cartoon d'Edith célèbre avec d'autres femmes, réalisant qu'elle n'était après tout qu'une simple servante. Une Edith chibi applaudit avec enthousiasme, croyant qu'il y a encore une chance pour que l'histoire se déroule comme dans l'original, avec Clyde et un homme aux cheveux lavande. Clyde sourit d'un air suffisant, notant que sa réponse lui semble un peu étrange, mais ajoute qu'il existe de nombreux types de sentiments quand il s'agit d'aimer quelqu'un. Il la regarde avec un sourire doux et rassurant, et lui dit de ne pas s'inquiéter. Avec un sourire éclatant et confiant, elle acquiesce en disant « Bien sûr ». Il prend sa main, promettant qu'elle accueillera bientôt une puissante alliée en tant que princesse héritière. La scène se déplace vers l'ourlet d'une magnifique robe bleue, alors que quelqu'un marche le long d'un long couloir de palais ensoleillé. Maintenant dans une autre robe, Edith réfléchit qu'avec les pensées du prince clarifiées, un seul problème subsiste, la dette de son père. Une narration explique que la dette est liée au territoire familial et à la grande demeure. Alors que des pièces tombent autour d'un blason familial, il est révélé que les gains d'Edith ne couvrent que les intérêts, et qu'ils sont au bord de la faillite. Regardant par une porte ouverte, elle voit son père assis seul à une longue table, réalisant qu'ils doivent agir rapidement. Edith s'approche de son père, qui se couvre le visage de sa main avec une expression de douleur. Son père, l'air fatigué et avec la gueule de bois, la salue tandis qu'elle note intérieurement qu'il a dû sauter la maison de jeu à cause de son état. Edith réaffirme son désespoir de couper les ponts avec son père, mais sait qu'elle doit endurer cela pour l'instant. Elle lui demande formellement un moment de son temps, mais il demande nerveusement si c'est important. Elle lui dit que c'est à propos de leur famille, déclarant clairement qu'il sait que leur situation ne peut pas continuer ainsi. Grimaçant, son père admet que tout est de sa faute à cause de son avarice passée, mais elle lui dit de passer outre. Elle explique calmement qu'ils doivent régler leurs finances de toute urgence, mais son accès à son salaire pour le jeu complique les choses. Elle lui rappelle qu'en tant que chef de famille, il a l'autorité d'utiliser ses revenus à vie comme garantie. Son père lève les yeux, confus, demandant de quel genre de requête elle parle. Avec un halètement déterminé, elle se prépare à faire sa proposition audacieuse. Touchant sa poitrine, elle dit à son père que s'il reconnaît leur réalité et lui confie tout, ils peuvent éviter le pire des scénarios. Son père détourne le regard, hésitant à l'idée de céder le titre de famille si soudainement. Edith reconnaît son choc, expliquant que bien que la tradition dicte que le titre soit transmis à la mort, des exceptions peuvent être faites. Elle le regarde dans les yeux et lui demande s'il a vraiment la volonté d'arrêter de jouer. Il insiste que oui, désignant sa présence à la maison comme preuve. Mensonge, pense-t-elle, sachant qu'il n'est pas honnête. Posant sa main sur la sienne, Edith dit à son père qu'elle croit en lui et qu'ils devraient surmonter cette épreuve ensemble. Peiné, son père la regarde et prononce son nom. Edith. Avec un sourire agréable, Edith dit à son père que, bien que l'affaire ne nécessite aucune hésitation, elle sait que sa nature faible le fera tergiverser. Elle s'agenouille devant lui à table, prenant sa main dans un geste d'appel sincère. La regardant, son père s'excuse, confessant qu'il a l'impression de lui imposer un fardeau trop lourd. Il la serre dans ses bras, s'excusant d'être un père incompétent, mais elle le rassure promettant de rembourser les dettes qu'il a contractées. Tandis qu'il la serre, elle affirme intérieurement que c'est son devoir de fille et sa responsabilité en tant que nouvelle chef de famille.
Un gros plan révèle un sourire subtil et entendu sur le visage d'Edith, laissant deviner sa véritable détermination. La scène se déplace vers un homme aux cheveux foncés et aux lunettes, observant depuis le côté. L'homme, Clyde, se tourne, un livre à la main et un sourire espiègle, demandant « Oh, qui est-ce donc ?» Visiblement agacée, Edith se tient avec un grand livre dans les bras et déclare qu'elle préférerait ne pas être traitée ainsi. Clyde sourit en coin, faisant remarquer que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu ce titre. Il poursuit, la félicitant sincèrement d'avoir résolu les problèmes financiers de sa famille de manière si impressionnante et décisive. Edith reste silencieuse un instant avant de simplement confirmer « C'est exact ». Un flashback montre une Edith Chibi traînant son père au ministère, tandis qu'elle raconte s'y être rendue immédiatement après sa décision. Dans une autre scène Chibi, elle et son père complètent les formalités administratives, et un blason doré apparaît tandis qu'elle déclare être devenue la chef de la famille Case Morris. Elle explique sa stratégie. Utiliser une faille juridique pour séparer les futures dettes de son père de la famille, tout en assumant celles déjà existantes. De retour au présent, elle détourne le regard pensivement et se demande si le problème a vraiment été résolu. Elle jette un coup d'œil à Clyde, admettant qu'il s'évanouirait probablement s'il connaissait le montant réel de sa dette. Il lui prend la main, souriant d'un air rassurant en lui disant de ne pas s'inquiéter car son avenir est radieux. La regardant, il promet qu'un emploi à vie est garanti. La narration révèle que ces mots concernant une charge de travail allégée étaient une exagération, car il agit en tant que régent pour l'empereur alité sans aucun temps pour se reposer. Dans son somptueux bureau, Clyde retire une paire de lunettes et s'apprête à en mettre une autre. Il se tourne vers Edith avec un doux sourire, lui demandant si elle aimerait aussi essayer une paire. Lisant un livre, elle décline poliment, pensant que des lunettes lui iraient étrangement. Tape. Il referme doucement de sa main le livre qu'elle est en train de lire. Il insiste en plaisantant pour qu'elle essaye une paire, menaçant même d'un ordre royal, tout en l'assurant qu'elles n'ont pas de correction et ne causeront pas de vertige. Debout derrière elle, il explique qu'il est amusant de voir comment le visage change avec différentes lunettes. Avec une expression lasse, Edith admet que c'est un point intéressant, et accepte d'essayer une paire provenant d'un étui proche. Alors qu'il pose une main sur sa tête, elle réfléchit que chaque fois qu'il agit ainsi, elle se sent comme faisant partie de son divertissement. Avec un éclat amusé dans les yeux, il la regarde, et elle en conclut que même cela n'est qu'un jeu pour lui. Il lui touche doucement la joue. Surprise par le contact soudain, ses yeux s'écarquillent de surprise. Il lui tient doucement le visage, précisant qu'il voulait dire qu'elle était mignonne, tout comme quand elle était plus jeune. Elle recule légèrement, confuse par son commentaire, et demande ce qu'il entend par « quand j'étais plus jeune ». Sa confusion grandit alors qu'elle le presse, lui demandant ce qu'il veut dire par cette déclaration. Il sourit et écarte sa question, disant simplement « laisse tomber », tout en lui tenant doucement le visage. Il lui dit que la seule chose qui compte, c'est qu'elle soit ici avec lui maintenant. Il place délicatement les lunettes sur son visage et annonce « très bien, c'est fait ». Sur un fond rouge tourbillonnant, sa voix lui intime d'ouvrir les yeux. Ses yeux s'ouvrent sur un monde flou, et elle demande pourquoi, lui rappelant qu'il avait dit que les lunettes n'avaient pas de correction, tandis qu'il la regarde à travers un monocle. Elle pense en panique que sa vision est incroyablement étourdie. Submergée par le vertige, elle trébuche en avant, perdant l'équilibre. Il la rattrape rapidement, la tirant dans ses bras alors qu'elle tombe. À travers les lunettes, son œil s'écarquille de surprise, alors qu'elle lève les yeux de son étreinte. Appuyée contre sa poitrine, elle le questionne de nouveau sur l'absence de correction des lunettes, et il confirme simplement « oui, je l'ai dit ». Elle réalise qu'il a dû lui donner la mauvaise paire, car elle ne voyait pas clairement en les mettant. Le regardant, elle se souvient de sa réaction à sa chute et demande s'il a dit « je le savais » quand elle a trébuché. Il ricane, feignant l'ignorance, avant d'admettre qu'il a dû penser qu'elle lui irait parfaitement et que cette pensée lui a échappé. Tandis qu'Edith et un autre assistant observent un homme saisir de force une femme blonde, un Clyde Chibi insiste sur son sérieux. Ailleurs, deux servantes chuchotent, l'une demande si l'autre a senti des phéromones plus tôt, et sa compagne la fait taire, craignant que le prince n'entende. Dans cette scène dramatique, l'homme aux cheveux sombres retient la femme blonde, la prévenant de se tenir à carreau si elle souhaite rester là. La femme blonde s'effondre à genoux, le regardant avec choc et désespoir. La perspective se déplace vers un grand hall où un homme blond discute avec un autre homme, tandis que des assistants, l'un tenant une robe violette, se tiennent à proximité. Submergée, Edith semble embarrassée et demande à Clyde la permission de retourner à l'annexe pour continuer son travail.
Clyde lui dit gentiment que puisque son vertige est de sa faute, elle devrait juste se reposer pour le reste de la journée. Il lui touche le front, la réprimandant doucement de ne pas être têtue. Assise sur un canapé, Edith accepte à contre-cœur, pensant qu'il serait peut-être préférable d'écouter Clyde cette fois-ci. Elle se souvient que son vertige s'aggravait, se remémorant un évanouissement similaire au stand de tir. Allongée avec des lunettes, elle réalise qu'elle s'est évanouie bien trop vite pour que la faute en incombe à la prescription. L'air affligé, elle se redresse et s'inquiète que quelque chose n'aille pas avec son corps. Maintenant, allongée sur une chaise longue, elle observe Clyde alors qu'il se tient à son bureau de l'autre côté de la pièce. Clyde attire son attention en prononçant son nom, Edith. Il lui propose de la laisser gérer des tâches personnelles si le repos est difficile, et elle lui demande, pleine d'espoir, s'il est vraiment sérieux. Appuyé contre son bureau avec un sourire, il confirme qu'il le fera si cela la met plus à l'aise. Avec un sourire lumineux et reconnaissant, elle le remercie de son attention. Tandis qu'elle marche, Edith réfléchit que ce sera une pause bienvenue après avoir été si occupée par les affaires de sa famille. Posant sa main sur une pile de livres, elle décide de ne pas s'inquiéter de sa santé sans raison claire. Elle se tient debout, avec une expression déterminée, prête à se concentrer sur son travail. Une éclaboussure d'encre noire se répand sur l'écran, tandis qu'une pensée se conclut. Ce doit être quelque chose comme ça. La scène revient au somptueux bureau de Clyde, où il est assis à son bureau tandis que son aide aux cheveux bruns se tient devant lui. Clyde écrit pensivement sur un document avec une plume d'oie tandis que son aide attend. L'aide accepte le document terminé, remercie le prince et lui demande s'il y a d'autres tâches pour lui. Clyde fait une pause, levant les yeux pensivement, alors qu'il contemple l'idée d'assigner quelque chose de nouveau. Son aide aux cheveux bruns semble perplexe, se demandant à voix haute comment aider au mieux un sujet confronté à des difficultés financières. Dans une scène distincte, Edith serre le poing, déclarant que c'est pour quelqu'un qui lui tient à cœur. Clyde demande à son aide s'il doit fournir des fonds du trésor, et l'aide confirme qu'ils sont disponibles pour son usage. Cependant, l'aide suggère que fournir un soutien par des voies officielles serait une meilleure ligne de conduite. L'aide explique qu'il existe des précédents pour l'offre de prêts à faible intérêt, ce qui allégerait considérablement le fardeau du remboursement pour le bénéficiaire. Clyde convient que cela semble moins lourd et décide de soutenir Lady Katsmorris par cette méthode officielle. Edith rougit avec un sourire timide, se demandant si elle a bien entendu que les fonds royaux lui seraient fournis. L'aide jette un coup d'œil dans la pièce avec un visage chibi joyeux, tandis qu'une Edith chibi choquée réalise qu'elle l'a bien entendu. Submergée par la gentillesse du prince, Edith se couvre la bouche, sentant qu'elle peut enfin respirer un peu plus facilement. Endurcissant son expression, elle touche ses joues, se rappelant que ce n'est pas le moment de se détendre. Elle commence à écrire furieusement, résolue à envoyer une autre lettre pour informer tout le monde que le chef de famille a changé et que les dettes lui appartiennent désormais. Depuis son bureau, Clyde l'observe avec une expression calme et indéchiffrable. Toujours concentrée sur son écriture, Edith lance « Entrez », alors que quelqu'un approche de la pièce. Un homme distingué aux cheveux argentés et à la moustache entre, informant son Altesse que son cycle de rut approche. Clyde lève les yeux de son travail avec un soupir, remarquant que le moment est déjà venu, et notant la rapidité avec laquelle les jours passent. L'homme aux cheveux argentés demande comment le prince a l'intention de passer ce cycle, déclarant qu'il préparera le médicament habituel. Edith intervient, demandant au prince de considérer sa suggestion, soulignant que son tempérament est fort et que le médicament spécial exerce une grande tension sur son corps. Elle pense en elle-même qu'entendre les mots « cycle de rut » rend le fait que Clyde est un alpha beaucoup plus réel. Une narration explique que le rut est une période régulière pour les alphas, où leurs instincts d'accouplement atteignent leur apogée. Tandis que des images d'un Clyde puissant et lumineux défilent, la narration ajoute que les alphas peuvent perdre la raison et poursuivre les omégas instinctivement, un effet qui s'intensifie avec leur pouvoir. De retour au présent, Clyde demande à l'homme aux cheveux argentés s'il ne se lasse jamais de répéter les mêmes avertissements à chaque cycle. L'homme répond qu'il a mémorisé les paroles du prince mais l'implore toujours d'envisager de garder un oméga à ses côtés, désignant avec insistance « vous ». Clyde fulmine intérieurement, se demandant pourquoi l'homme s'ingère, alors qu'il lui avait été clairement ordonné de simplement préparer le médicament. Il le regarde avec une expression sévère, pensant qu'il est impossible que l'homme ait manqué son ordre direct. D'un regard intense, il se demande silencieusement si sa propre requête n'a pas de sens. L'homme aux cheveux argentés s'excuse rapidement, expliquant que ses paroles n'étaient motivées que par l'inquiétude pour la santé du prince. Un Clyde frustré le coupe,
lui disant que ça suffit et lui ordonnant de partir. Tandis que l'homme aux cheveux argentés s'en va, Edith reste concentrée sur son travail au bureau. Elle lève les yeux pensivement, réfléchissant à la façon dont Clyde agit différemment quand elle est là. Alors que Clyde se tient près de la fenêtre, elle pense que c'est comme voir un côté complètement différent de lui. Dans le reflet de la fenêtre, Clyde aperçoit Edith qui travaille toujours avec diligence. Elle lève les yeux avec un sursaut, remarquant son regard posé sur elle. Maintenant debout devant elle, elle le remercie de sa considération, l'assurant qu'elle se sent bien mieux. Il se penche sur son bureau pour lui demander combien de travail il lui reste, et elle admet qu'elle ne pourra pas finir aujourd'hui. Clyde sourit doucement, disant qu'il voulait la laisser se reposer mais voit qu'elle a trop à faire. Edith le regarde, suggérant timidement qu'il pourrait partir plus tôt s'il le souhaitait. Avec un sourire confiant, il rejette l'idée, déclarant qu'il veut qu'elle continue à travailler à ses côtés. Il se penche avec un sourire enjoué, ajoutant qu'il s'ennuierait si elle n'était pas là. Edith fulmine intérieurement face à son comportement, concluant qu'il est un désastre de personnalité complet. Ailleurs, un cocher annonce à son jeune maître que le palais est maintenant en vue. À l'intérieur du carrosse, un jeune homme aux longs cheveux lavande et à la broche violette est assis pensivement. L'homme aux cheveux violets regarde par la fenêtre, reconnaissant silencieusement que ce que le cocher a dit est vrai. Il pose son menton sur sa main, un sourire serein et contemplatif sur son visage. De retour dans le bureau du prince, une femme de chambre s'approche du bureau d'Edith avec un plateau. La femme de chambre présente une lettre sur un plateau d'argent, et Edith demande si c'est pour elle. Elle ouvre la lettre avec une expression joyeuse, qui vire rapidement à l'incrédulité en lisant son contenu. Ses yeux s'écarquillent sous le choc en réalisant que l'expéditeur l'attend devant le palais en ce moment même. Tenant la lettre, son expression passe de la surprise à une considération réfléchie. Tandis que Clyde lit son livre, les pensées d'Edith révèlent que cette arrivée inattendue présente une opportunité parfaite. Il lève les yeux de son livre, remarquant qu'Edith semble perdue dans ses pensées. Clyde met son livre de côté et lui demande ce qui lui trotte dans la tête. Feignant la nonchalance, Edith s'évente avec la lettre, expliquant qu'un ami est venu lui rendre visite tout en marmonnant qu'il est incroyable. Clyde arbore un sourire narquois, remarquant que ce doit être un ami très proche pour voyager jusqu'au palais impérial. Alors qu'Edith hésite, il se penche en arrière dans sa chaise et la presse, lui demandant pourquoi elle est évasive. Avec un sourire posé, elle clarifie qu'il s'agit d'un ami de l'académie et demande poliment la permission d'aller le voir. Elle se lève, attendant sa réponse, tandis qu'il la regarde depuis son bureau. Edith se tourne pour partir, son langage corporel assuré et prêt. Un sourire malicieux traverse son visage, tandis qu'elle pense qu'elle a enfin obtenu une réaction de sa part. Clyde exige de connaître le nom de l'ami, se demandant si c'est quelqu'un dont l'identité doit rester secrète. Intérieurement, Edith se moque de l'idée d'amis secrets, pensant qu'elle a hâte de révéler le nom. Un montage représente Clyde et l'homme aux cheveux violets sur un cadran d'horloge, tandis que la narration révèle qu'ils sont destinés à former un lien profond dans 2 ans. Convaincue que c'est le moment idéal pour les unir, Edith annonce le nom du visiteur, Adrien Raymond, qu'elle appelle affectueusement Artie. Elle rayonne, confirmant son surnom et demandant de prendre congé pour le rencontrer. Clyde la regarde fixement, son expression de choc complet et total. Tandis qu'Edith se dirige vers la porte, elle remarque que le soleil va bientôt se coucher. Il se lève et la suit, faisant remarquer que le surmenage est nocif et que même le médecin royal recommande des promenades fréquentes. Edith convient que la santé passe avant tout, pensant que c'est une bonne occasion d'avoir enfin une vraie conversation avec Adrien. La scène se déplace vers un vaste jardin ensoleillé, avec des labyrinthes de haies complexes et des fontaines ornées. Edith fredonne joyeusement tandis qu'elle et Clyde se promènent le long d'un sentier doré à travers le labyrinthe du jardin. Clyde se tourne vers elle, observant qu'elle semble de très bonne humeur. Radieuse, elle répond qu'elle est simplement excitée que lui et son ami Artie se rencontrent enfin. Elle regarde devant elle avec un sourire serein, confessant intérieurement qu'elle attend ce moment depuis très longtemps. Alors que Clyde et l'homme aux cheveux lavande se tiennent ensemble, Edith pense que cette rencontre pourrait changer le cours des événements s'ils tombent amoureux. Avec un sourire malicieux, elle jure intérieurement de les rapprocher, afin de sécuriser sa place et d'en récolter les fruits. Elle rêve joyeusement de sa vie de retraite tant attendue, jetant de l'argent en l'air avec une expression de béatitude. La voix de Clyde l'attire de sa rêverie, lui demandant si elle va juste rester là. Surprise, Edith s'excuse rapidement et se hâte de le rejoindre dans le labyrinthe de haies. Ils marchent ensemble sur un sentier ensoleillé, entre les hautes haies vertes. Regardant en arrière nerveusement, Edith suggère qu'ils auraient dû attendre Artie à l'entrée,
inquiète qu'il ne se perde dans le labyrinthe déroutant. Se frayant un chemin à travers les feuilles envahissantes, Edith remarque à quel point le chemin est devenu étroit, et comprend pourquoi les gens se perdent. Il la serre ensuite contre lui, la protégeant de son corps. Troublée par son étreinte, Edith bredouille nerveusement qu'elle fera attention. Ses yeux s'écarquillent de surprise alors qu'il la tient protecteur. Il lui caresse doucement les cheveux, lui disant de rester près parce qu'il ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Une prise de conscience soudaine apparaît dans ses yeux grands et choqués. Derrière une haie proche, une silhouette serre un poing ganté en les observant. Le spectateur se révèle être Adrien, qui observe avec une expression stupéfaite et douloureuse. À distance, Adrien se tient sur un chemin intersectant, témoin du moment intime entre Clyde et Edith. Edith halète, repérant enfin son ami et l'appelant par son surnom avec surprise. Toujours tenue par Clyde, elle commence à bégayer une explication pour la situation compromettante. Avec un sourire nerveux, elle explique que le prince était simplement en train de lui couper quelques branches. Adrien passe devant eux sans un mot, son expression impénétrable. Edith l'interpelle à nouveau avec inquiétude, mais il ne semble pas l'entendre. Les trois se tiennent maintenant en un triangle tendu, Clyde croisant les bras, tandis qu'Edith regarde Adrien avec inquiétude. Adrien maintient une expression froide et distante. Edith panique, réalisant que ce n'est pas bon et craignant qu'Adrien ne comprenne mal sa relation avec Clyde. Son visage se remplit d'un désespoir total, alors que son plan s'écroule sous ses yeux. Adrien jette un coup d'œil en arrière vers une Edith désemparée, avec un air pensif. Brisant le silence, Clyde présente formellement Adrien Raymond des falaises de glace céleste, 3e comte de Riant. Edith pousse un soupir de soulagement, reconnaissant qu'Adrien ait réussi à garder son sang-froid. Son soulagement est de courte durée alors qu'elle se tourne vers Clyde, le suppliant silencieusement de dire quelque chose. Clyde reste silencieux, détournant la tête de la scène. Adrien étant maintenant agenouillé respectueusement, Clyde lui ordonne formellement de se lever. Clyde sourit gracieusement, disant que c'est un plaisir de le rencontrer et attribue à Edith le mérite de leur rencontre. Adrien salue formellement le prince, ajoutant qu'il a été ravi quand Edith lui a dit qu'elle travaillerait au palais. Clyde remarque qu'il ne réalisait pas qu'ils étaient si proches et permet à Adrien de visiter souvent, car il est l'ami de quelqu'un de proche de lui. Adrien accepte l'offre avec un sourire, puis demande la permission de rendre visite à Edith de temps en temps. Edith observe avec une anxiété croissante, pensant que plus il parle, plus la situation s'en mêle. Elle s'inquiète que son plan se retourne contre elle, et décide qu'elle doit changer l'ambiance immédiatement. Elle intervient rapidement, suggérant à Clyde de continuer vers leur destination, mentionnant un beau banc à proximité. Clyde lui passe le bras autour de la taille, demandant « Allons-y, Edith !» et ajoutant que le chemin le plus court n'est pas trop loin. Il esquisse un sourire narquois, notant que prendre ce chemin leur a permis de rencontrer Sir Raymond plus tôt, tandis qu'Adrien observe avec une grimace. Le trio marche en silence tendu à travers le labyrinthe de jardins ensoleillés. Edith désespère intérieurement, se demandant pourquoi ils ont dû se croiser à ce moment désastreux. Elle déplore que son plan de les rapprocher, puis de s'éclipser discrètement, soit désormais complètement ruiné. Pensant au protagoniste qui était censé tomber amoureux, elle se demande si c'était ainsi que les choses devaient se passer, étant donné qu'ils agissent comme si l'autre n'existait pas. Elle note avec frustration qu'ils marchent juste en silence, sans échanger un seul mot. S'inquiétant, elle pense que c'est trop différent de l'histoire originale. Même un arc de conflit devrait avoir une certaine interaction. Soudain, elle trébuche à nouveau et se penche en avant, se demandant pourquoi elle n'arrête pas de tomber ces derniers temps. Alors qu'une étrange sensation l'envahit, elle remarque que le sol lui-même semble déformé et superposé. Une vision inonde son esprit, un souvenir où Clyde était la seule personne sur laquelle elle pouvait se concentrer dans une pièce bondée. Dans la vision, elle se souvient d'être piégée contre un chariot de service, sans aucun espace pour reculer. Tandis que la vision montre Clyde s'approcher, elle réalise avec un sursaut que c'est une scène du roman. Serrant sa robe, elle raisonne que si le nouveau moment de la rencontre causerait des changements, elle ne comprend pas pourquoi un nom disparaîtrait. Elle se demande ce que la vision essaie de lui montrer, car elle détaille un faux pas, une assiette de fraises qui tombe, et des taches rouges sur de la dentelle blanche. La vision continue, montrant Clyde lui attrapant la main, étalant le jus sucré des fraises qu'il a écrasées. Dans la vision, Clyde lèche le jus de fruits de sa main, et sa présence écrasante la fait trembler. Le souvenir se déplace pour montrer Clyde, tenant le poignet taché d'Adrien, tandis qu'Edith observe de loin. Sortant de la vision, Edith serre sa poitrine, l'air hébété et désemparé. Surpris,
Elle lève une main défensivement, demandant qui est là. En regardant sa main sur le sol, elle réalise que tout ce qu'elle ressentait a disparu. Perplexe, elle pense que bien qu'elle soit tombée, elle ne ressent aucune douleur. Ses pensées s'estompent alors qu'elle sent une main fermement enroulée autour d'elle, réalisant que quelqu'un l'a sûrement rattrapée. C'est Adrien, qui lui demande doucement si elle va bien et lui conseille d'être prudente. Elle le regarde, complètement déconcertée par sa préoccupation soudaine et douce. Serrant sa prise, Adrien lui dit de regarder le sol et pas seulement les branches autour d'elle. Il promet de la rattraper si elle tombe à nouveau, mais alors qu'elle commence à le remercier, une voix perçante lui ordonne de la laisser partir. Tac, une main retire avec force la main d'Adrien d'elle. Clyde tire Edith vers lui, lui disant d'un ton autoritaire de venir ici. Surpris par son intervention forcée, elle lève les yeux et balbutie son titre. La tenant toujours, Clyde demande pourquoi elle est tombée, et elle commence nerveusement à s'expliquer. Elle précise qu'elle a simplement trébuché sur une pierre qui dépassait du chemin. Adrien déplore qu'il aurait dû être plus prudent, puis déclare qu'il accompagnera Edith le reste du chemin. Clyde lui lance un sourire dédaigneux, sa main toujours posée de manière possessive sur l'épaule d'Edith. Enlaçant Edith, Clyde déclare qu'il l'escortera, mais Adrien proteste en disant qu'il n'est pas juste de le déranger. Exaspérée, Edith réalise avec incrédulité qu'ils sont maintenant en train de se disputer pour savoir qui va l'aider. Tandis que les deux hommes la retiennent, elle bouillonne intérieurement, frustrée par leur chamaillerie. Prise au piège entre eux, Edith observe les deux hommes se fixer intensément. Exaspérée, Edith crie qu'elle va parfaitement bien et n'a besoin de l'aide de personne. Se tournant vers Clyde pour briser la tension, elle lui demande confirmation de leur itinéraire, ce qu'il fait. Elle se tourne ensuite vers un Adrien surpris, lui disant de se dépêcher s'il ne veut pas être laissé derrière. Prenant les commandes, Edith annonce qu'elle va mener et marche en tête, laissant les deux hommes la suivre. Avec Edith désormais en tête, les trois reprennent leur marche tendue à travers le labyrinthe. Sa bravade s'estompe rapidement alors qu'elle commence à s'inquiéter de son geste audacieux. Elle baisse les yeux avec inquiétude, se demandant pourquoi ses chaussures lui semblent soudainement si instables. Alors qu'elle vacille, elle se demande si sa chute précédente a d'une manière ou d'une autre endommagé ses chaussures. Derrière elle, les yeux perçants d'Adrien remarquent que les pas d'Edith sont devenus chancelants. Son expression se remplit d'inquiétude alors qu'il décide qu'il doit l'aider. Edith continue d'avancer, se disant qu'ils sont presque arrivés et qu'elle a juste besoin de tenir un peu plus longtemps. Elle s'arrête net, confuse par un étrange reflet d'un couple sur le chemin devant elle. « Ah !» Clyde la rattrape juste au moment où elle trébuche, et elle s'écrie son titre sous le choc. Son visage est plongé dans l'ombre, tandis qu'il se tient seul, abattu. Sous la lumière éclatante du soleil dans le jardin, Clyde continue de porter une Edith à l'air inquiet. Clyde note intérieurement que sa demande d'être posée n'a fait qu'aggraver la situation. Tandis qu'elle est portée, Edith se demande pourquoi cette situation lui semble si familière, même si elle ne devrait pas. Remarquant sa contemplation silencieuse, Clyde lui demande à quoi elle pense. Elle lui pose nerveusement une étrange question. Si elle a déjà été dans ses bras auparavant. Il sourit, rejetant l'idée comme impossible et se demandant quand il aurait pu avoir une raison de la porter. Rougissante, Edith retire rapidement sa question, lui disant d'oublier tout ce qu'elle a dit. Avec un sourire éclatant, Clyde taquine que si elle regrette un jour ses bras, il n'hésiterait pas à les lui prêter. Ils arrivent à destination. Une magnifique serre ornée, avec une grande statue d'ange au centre. Edith halète d'émerveillement devant la vue à couper le souffle qui s'offre à elle. En regardant les fleurs magnifiques et l'architecture, elle pense que les jardins impériaux sont vraiment d'un autre niveau. Ayant atteint le banc, Clyde annonce qu'il va la poser maintenant. Adrien s'excuse sincèrement de ne pas avoir pu saluer correctement le prince plus tôt. Edith se précipite soudainement vers Adrien, l'appelant par son surnom tandis qu'il la rattrape, lui disant de ne pas bouger. S'agenouillant, Adrien insiste pour vérifier son pied, inquiet qu'elle ne soit plus blessée qu'elle ne le réalise de sa chute précédente. Il examine attentivement sa cheville avec une expression d'intense concentration. Clyde les observe froidement, puis ordonne à Edith de se faire examiner. Se penchant en avant, Clyde demande à Edith comment elle se sent et si elle souffre. Adrien lève les yeux de son examen avec un sourire doux et rassurant. « Tapotement !» Edith sourit à Adrien, le remerciant avec soulagement, tandis qu'une tension palpable emplit l'air. L'expression de Clyde s'assombrit tandis qu'il demande sèchement à Adrien pourquoi il est venu au palais voir Edith. Serrant le poing, Adrien déclare avoir appris une nouvelle urgente. Le chef de la famille Ketz-Morris a changé. Adrien esquisse un sourire subtil et entendu après sa remarque cinglante.
Clyde lui rend son regard avec une fixité aiguë et perçante, reconnaissant silencieusement le défi. L'atmosphère tendue s'installe entre les trois personnages dans le magnifique jardin. Edith regarde alternativement les deux hommes, complètement confuse par le changement soudain d'ambiance. Elle panique, se demandant pourquoi l'ambiance est à nouveau si tendue et craignant que si cela empire, elle sera en grand danger. Adrian se tourne vers Edith avec une expression plus douce, lui demandant si elle l'a appelé. Jouant le jeu, Edith le remercie de son inquiétude mais l'assure qu'il n'y a rien à craindre. D'un regard malicieux, elle suggère de parler de la « nouvelle urgente » plus tard et lui rappelle la présence du prince. Fouek. Edith se tourne vers Clyde, expliquant qu'elle a invité Adrian car il visite rarement le palais, présentant leur rencontre comme une heureuse coïncidence. Un Adrian embarrassé balbutie en accord avec l'histoire inventée d'Edith. Clyde écoute avec une expression sceptique, joignant ses mains tandis qu'il les observe. Adrian demande gentiment à Edith si elle est sûre d'aller bien et lui offre son aide pour tout ce dont elle a besoin. Edith sourit chaleureusement, lui disant encore une fois de ne pas s'inquiéter pour elle. Clyde incline légèrement la tête, semblant plongé dans ses pensées après avoir entendu leur échange. Brusquement, Clyde dit à Adrian qu'il doit lui demander de partir pour la journée, choquant Adrian. Clyde déclare qu'Edith a d'importantes affaires à régler, la laissant confuse car elle pensait que la journée était consacrée à ses propres courses. D'un ton ferme et les yeux clos, Clyde demande à Adrian s'il se fie à sa décision et la comprend. L'expression d'Adrian se durcit, alors qu'il accepte le renvoi à peine voilé du prince. Se recomposant, Adrian accepte gracieusement l'ordre et annonce qu'il va prendre congé. Alors qu'Adrian s'en va avec une expression solennelle, Edith observe depuis le banc, où elle et Clyde sont maintenant assis en silence. L'atmosphère dans la serre est lourde de tension, alors que Clyde est assis rigidement à côté d'une Edith visiblement inquiète. Edith soupire intérieurement, se demandant comment les choses ont pu s'en mêler à ce point. Elle déplore qu'Artie soit parti comme ça, ruinant ses plans pour leur rencontre. Se souvenant de l'affrontement tendu, elle pense que, malgré ses grands espoirs, leur première rencontre n'aurait pas pu plus mal se passer. Cependant, elle trouve une lueur d'espoir, réalisant avec une détermination farouche que l'histoire originale peut bel et bien être changée. Elle se souvient de sa peur passée lorsqu'elle est devenue l'assistante personnelle de Clyde, au lieu que le chemin original de l'histoire ne se déroule. Le souvenir de cette peur accablante était centré sur la pensée qu'elle ne pourrait jamais échapper à l'histoire originale. Ses cheveux blonds flottants remplissent le cadre, symbolisant un moment de calme réflexion sur ses luttes passées. Une image sombre et stylisée représente son moi passé, piégé dans des pensées désespérées et taché par le désespoir. Une illustration de Clyde et Adrian dos à dos représente le couple central du roman qu'elle pensait connaître. En regardant autour de la serre, Edith médite que cela ne ressemble pas à un roman BL, notant que les personnalités des deux hommes semblent différentes. Elle se souvient de la confession d'Adrian, qui l'observe depuis 3 ans, un détail qui contredit son rôle supposé dans l'histoire. Elle considère ensuite Clyde, qui est entouré d'assistants masculins mais n'a jamais montré d'intérêt particulier pour eux. Clyde est assis de profil, perdu dans ses pensées, tandis qu'Edith continue de s'interroger sur les incohérences de l'histoire. Il se tourne vers elle, ses yeux dorés perçants, alors qu'il demande s'il peut poser une question. Surprise, Edith lève les yeux vers lui, prise au dépourvu par sa question soudaine. Clyde lui demande calmement si elle a ressenti quelque chose de particulier de la part d'Artie. L'air perplexe, Clyde demande « Quoi ?» en réponse à ces mots suivants. Edith suggère nerveusement que, puisque Artie est un bel oméga mâle, elle pensait qu'il pourrait être du genre de Clyde. Clyde soupire et se couvre le visage de frustration, lui demandant pourquoi elle se permettrait de décider de son type pour lui. Troublée, Edith balbutie, réalisant qu'elle ne peut pas simplement lui dire qu'elle l'a lu dans le roman. En jetant un coup d'œil à travers ses doigts, Clyde lui dit que, bien qu'il comprenne son raisonnement, elle se trompe complètement. Il explique que les instincts d'un alpha peuvent être gérés avec des médicaments, et qu'un partenaire oméga n'est pas une nécessité absolue pour la stabilité. Plaçant une main sur son cœur, il commence à lui dire que pour lui, en tant que prince héritier, il la regarde attentivement, terminant sa pensée en déclarant qu'un bêta est également une option viable. Edith écoute, stupéfaite, alors qu'il déclare que les genres secondaires et les traits biologiques n'ont aucune importance pour lui. Elle réfléchit à sa vieille supposition selon laquelle pour qu'il tombe amoureux. Une vision des deux hommes sous un arbre illustre sa pensée que la personne devrait être un oméga mâle. En se concentrant sur le visage d'Adrian, elle réalise que Clyde n'est pas tombé amoureux de lui uniquement à cause de son statut d'oméga.
Une image radieuse d'Adrien souriant suggère qu'il y avait quelque chose de plus profond dans leur connexion dans l'histoire. Confuse, Edith conclut que cette déviation n'est pas un effondrement du personnage de Clyde, ni une profanation de l'intrigue originale. NGH. Clyde gémit soudainement et se tord de douleur, et une Edith choquée tend la main, demandant ce qui ne va pas. Alors qu'il allaite, transpirant abondamment, elle panique, remarquant que sa respiration est devenue dangereusement rauque. Tac! Sa main jaillit, saisissant le collier autour de son cou. Il s'effondre contre elle, enfouissant son visage dans son épaule tandis qu'elle regarde, choquée. Ses yeux s'écarquillent de terreur lorsqu'elle réalise que la situation est dangereuse. Si son état s'aggrave, il pourrait perdre le contrôle. Elle sent sa main s'agripper à sa poitrine alors qu'il lutte pour garder le contrôle. Poussée en arrière sur le banc, Edith ne peut que lever les yeux alors qu'il la surplombe. Elle voit une larme couler de son œil et pense avec alarme qu'il est en train de se perdre complètement. Une puissante aura rouge les entoure alors qu'il la soulève sans effort, ses instincts prenant le dessus. Edith lui hurle intérieurement, le suppliant de se ressaisir. Il la plaque contre le banc de pierre, sa respiration saccadée contre sa peau, tandis qu'elle le regarde, terrifiée. Levant la tête, il l'appelle faiblement par son nom et se plaint d'avoir la gorge sèche. Ses yeux sont remplis de larmes et de désespoir alors qu'il la supplie de faire quelque chose pour lui. Allongée sous lui, Edith pose une main sur sa poitrine, son expression mêlant peur et inquiétude. Il se penche, ses lèvres effleurant son cou tandis qu'il murmure à quel point elle est douce. Avec un sourire prédateur et des yeux brillants, il la regarde et dit « Juste comme ça ». Il lui caresse doucement la joue, répétant ces mots tandis qu'Edith le regarde en arrière, une larme de peur traçant son chemin sur son visage. Ses yeux s'écarquillent soudainement de choc, alors que la voix d'Edith transperce son brouillard, le suppliant de se ressaisir. Tandis qu'il la plaque, la voix d'Edith transperce son brouillard, le suppliant de reprendre ses esprits. Ouch! Il la repousse soudainement, une lueur de conscience revenant dans ses yeux. Dans la serre silencieuse, ils sont assis séparément sur le banc, tandis que la lumière dorée de l'heure magique s'estompe. Baissant les yeux sur ses mains, Clyde, désormais lucide, demande à Edith si elle est très fâchée contre lui. Les bras croisés, Edith admet que la situation était totalement inattendue pour elle aussi. Elle jette un regard au prince plein de remords, lui disant qu'elle comprendrait s'il était en colère. Edith note intérieurement qu'il semble avoir enfin repris ses esprits, et qu'il était clairement secoué, un spectacle rare pour un alpha aussi dominant. Se levantant, elle l'absout de tout blâme, déclarant que ses actions n'étaient pas les siennes, et suggère qu'ils en restent là pour la journée. Clyde écoute silencieusement ses paroles prévenantes. Levant les yeux vers elle avec des yeux fatigués, Clyde accepte sa décision, disant « Je vois. Très bien, Edith. » Boum! Boum! Soudain, un groupe de serviteurs mené par un homme blond se précipite dans la serre, appelant le prince. Un intendant plus âgé, aux cheveux gris, se précipite aux côtés de Clyde, lui demandant s'il va bien et se blâmant immédiatement pour l'incident. Clyde, l'air épuisé, fait signe à l'homme de se taire, lui disant d'arrêter de faire des histoires. Le chef des intendants aide le prince à se relever, le soutenant alors qu'il se prépare à partir. Clyde regarde droit devant lui avec une expression lourde et indéchiffrable, son calvaire étant loin d'être terminé. Il jette un regard en arrière vers Edith, sa main tremblant légèrement tandis qu'il se stabilise. Edith offre un sourire chaleureux et rassurant, essayant d'apaiser la tension dans l'air. Plus tard, à son bureau, Edith se souvient que, bien qu'elle ait perdu son espace de travail à cause de l'incident, le chef des intendants lui avait montré une grande considération. Elle se souvient du chef des intendants lui parlant avec une expression sérieuse. Les pensées d'Edith dérivent vers l'état de Clyde, un rhume sévère qui dure 3 jours chaque mois, contrairement aux expériences plus douces des autres alphas. Il souffre d'une fièvre accablante et d'instincts si puissants qu'il perd complètement toute raison. Une vision de Clyde tourmenté remplit son esprit, transpirant et serrant la mâchoire dans un combat désespéré pour le contrôle. Elle sait que cette condition rend sa vie quotidienne totalement impossible pendant cette période. Soupirant à son bureau, Edith réfléchit à quel point il est incroyablement têtu. Elle se souvient qu'un médecin expliquait que la nature d'alpha de Clyde est si puissante que même les médicaments n'ont que peu ou pas d'effet. De plus, comme il est extrêmement réticent à être avec une oméga, il endure simplement l'agonie mois après mois. Avec un air de sombre détermination, elle pense qu'il est impossible de savoir ce qui pourrait se passer dans sa chambre pendant son rut. Le chef des intendants entre dans son nouveau bureau et elle lui demande ce qui l'amène là alors qu'il s'adresse à elle.
L'air inquiet, le chef des intendants l'informe que le prince demande sa présence de toute urgence. Stupéfaite, Edith se précipite hors de son bureau, se demandant pourquoi il la convoquerait maintenant, et s'il est même sûr d'entrer dans sa chambre pendant son rut. Craquement. Elle pousse nerveusement les grandes portes de ses appartements, hésitant sur le seuil. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle voit le médecin debout dans la pièce faiblement éclairée, où des auras sombres et menaçantes flottent au-dessus du lit. Le médecin annonce l'arrivée d'Edith, et une voix profonde et tendue depuis l'obscurité répond. C'est donc ça. La voix ordonne au médecin de partir, déclarant que son intendant personnel s'occupera désormais de lui, mais le médecin proteste qu'il a besoin de repos. Le médecin soutient qu'une oméga, et non une bêta, devrait s'occuper de lui, mais une vague d'énergie rouge confirme le dernier avertissement miséricordieux du prince. Tandis que l'énergie rouge lie le médecin, le prince déclare qu'il décidera qui il a besoin, forçant l'homme terrifié à s'excuser. Tandis que le médecin s'en va avec un air grave, Edith demande si l'état du prince est grave. Le médecin marque une pause, expliquant que Clyde a dû décider qu'avoir une bêta comme elle à ses côtés est mieux que d'être complètement seul. Se penchant, il la prévient que le prince est dans un état extrêmement instable en ce moment. Il lui ordonne d'appeler immédiatement à l'aide si Clyde perd le contrôle, quels que soient ses ordres, choquant Edith par cette sombre possibilité. La porte se referme, la laissant seule dans le calme tendu, et elle panique, s'écriant qu'ils ne peuvent pas la laisser là. Une voix profonde l'appelle par son nom, Edith, et elle serre instinctivement sa robe de peur. Une main cherche la poignée d'une porte intérieure, tandis que la voix annonce « J'entre ». Debout au pied du lit, Edith regarde Clyde, entouré d'une aura rouge volatile, se redresser, sa chemise défaite. La puissante aura s'intensifie tandis que la voix de Clyde l'attire. « Viens ici. » Edith. Il la regarde avec des yeux fiévreux et brillants, et un sourire dangereux et prédateur.